Eh ben, on est aujourd'hui ici pour parler de cause animale et de ce rapport qu'on connaît peu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les pompiers, les forces de secours sont liés à l'humain très souvent, plus particulièrement, mais elles ont aussi, et vous avez aussi une mission qui peut toucher au monde animal. Alors, comment ça se passe? Quels sont les événements, occasions d'intervenir dans le monde animal? Alors, les sapeurs-pompiers, ça fait partie de la loi, hein. Le sauvetage animalier est une mission des sapeurs-pompiers, clairement. Sur trois plans. Le premier, le sauvetage d'animal en péril, bloqué, coincé, pris dans un trou, mais également dans une rivière, enfin un cours d'eau, ça peut être dans beaucoup de milieux hostiles. Ensuite, on a l'animal agressif. C'est soustraire l'animal agressif du milieu à cause du trouble à l'ordre public ou éventuellement un animal qui est mordeur, qui aurait mordu son maître. Donc on a quelques cas critiques où en fait les gens ne savent plus quoi faire sur un animal agressif. Donc là, cette fois-ci, les sapeurs-pompiers sont appelés justement pour extraire l'animal du milieu et après, derrière, voir son devenir. Hein. Nous, c'est vraiment la phase d'urgence, comme pour le secours à personne ou l'incendie. On est vraiment dans la phase d'urgence. Une fois que la prévention est passée, la partie prévention est passée, nous, on est vraiment dans la phase opérationnelle où, quand on nous appelle, il faut agir et maintenant. Et le troisième point sur le sauvetage animalier, c'est la mise en sécurité d'animaux blessés sur la voie publique. Donc les animaux blessés sur la voie publique, ou heurtés par un véhicule, ou battus, qui pourraient être rejetés sur la voie publique. Et donc, c'est des animaux qui ont besoin de soins, donc qui sont des victimes animales. Et donc là, on les récupère pour les amener à un vétérinaire pour des soins. Pour nous, les difficultés qu'on rencontre, c'est souvent l'identification du propriétaire. Parce qu'un animal qui divague, un animal qui est blessé, alors si c'est un animal sauvage, le problème se pose moins. Mais si c'est un animal qui est domestique ou un animal de ferme, les animaux ils sont soit pucés, soit bagués. Donc il y a quand même un besoin d'identifier l'animal pour savoir si on doit le transporter ou pas, si on le remet juste à son propriétaire, s'il est égaré. Donc ça passe par du matériel, du lecteur de puces, et après des interactions avec les vétérinaires qui ont accès aux fichiers des propriétaires pour pouvoir identifier le propriétaire. Et ça évite parfois de transporter et de stresser un animal alors que son propriétaire est à quelques centaines de mètres de là, mais ne le savait pas. La deuxième chose, c'est le devenir de l'animal. Un animal qu'on a récupéré, mais ça peut être une personne âgée qui a chuté à domicile, qui est hospitalisée. Qu'est-ce qu'on fait de son chat? Aujourd'hui, c'est un vrai problème. On ne va pas fermer la maison, on ne sait pas combien de temps la personne va partir et être hospitalisée. Donc l'animal, oui, on le soustrait, mais derrière, aujourd'hui, il faut des refuges, il faut des associations d'accueil. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles il y a un vrai travail. C'est quel est le devenir de l'animal par la suite. Parce que le prendre, l'emmener chez le vétérinaire, c'est une chose, mais le vétérinaire n'a pas des capacités d'accueil extensibles. Et donc là aussi, c'est sur des animaux non blessés ou des propriétaires identifiés qui ne peuvent pas momentanément prendre en charge leur animal, par exemple parce qu'ils sont hospitalisés, c'est quel est le devenir de l'animal. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu sur nos territoires, c'est quel est le devenir de l'animal une fois qu'il a été récupéré, parfois soigné, mais surtout, voilà, qu'est-ce qu'on en fait. Donc j'imagine que pour toutes ces missions, il faut une formation. Donc les sapeurs-pompiers sont donc amenés à avoir des formations pour justement traiter les éventualités de ces éventualités que vous venez d'évoquer. Tout à fait. Donc sur la formation de tronc commun, les sapeurs-pompiers ont 3 blocs de compétences. Le secours à personne, bon, pour 3 quarts de nos interventions, donc ça c'est le premier bloc de compétences. L'incendie pour en gros 20% de notre temps d'activité, mais toutes les missions diverses, dont le sauvetage animalier pour le reste de l'activité. Donc dans le tronc commun de formation d'un sapeur-pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire, il a, dès sa formation de base dans le bloc missions diverses, des modules spécifiques sur le risque animalier, la prise en charge des animaux et les conduites à tenir. Et après, tout au long de sa carrière de sapeur-pompier, pareil, professionnel ou volontaire, on a des formations de maintien des acquis, avec des acquis spécifiques liés soit à des animaux particuliers, nouveaux animaux de compagnie, avec par exemple la ferme aux reptiles, qui vient intervenir nous parler d'animaux type serpent, varan ou autres animaux,
mais également des interventions plus spécifiques par des vétérinaires qui interviennent dans nos casernes pour nous parler de thématiques particulières ou suite à une intervention, faire des retours d'expérience pour mieux prendre en charge des interventions sur lesquelles on n'avait pas de pratique historique et tirer des enseignements de l'intervention pour faire au moins aussi bien, voire mieux la prochaine fois. Donc j'imagine que c'est quand même très varié parce qu'on peut intervenir à la fois sur un nid de frelon, comme on peut intervenir peut-être sur un chien qui est agressif, comme on peut intervenir sur un animal sauvage, peut-être, qui serait coincé dans une haie. Donc c'est vraiment des formations. On apprend beaucoup aussi sur le terrain, peut-être, j'imagine. Alors on apprend les rudiments, le travail en sécurité et l'usage du matériel qu'on a en formation initiale. Donc vraiment la base. Et après, chez nous, la formation, c'est quand même notre maître mot. On passe des dizaines et dizaines d'heures de formation tous les ans dans tous les domaines de compétences parce qu'on est très polyvalent. Et donc, c'est de la formation continue, c'est du partage aussi. Et c'est aussi de la formation individuelle à côté sur l'usage et le partage. Donc, le terrain, la relation avec les autres, c'est la partie la plus formatrice chez nous. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme cas? On va dire alors ici sur le Couserans par exemple, qu'est-ce qu'on peut rencontrer de manière plus concrète comme cas d'intervention sur le monde animal? Alors déjà pour revenir, les sapeurs-pompiers c'est 1% de nos missions, le sauvetage animalier, donc peu. Mais quand ça se passe, c'est des interventions qui sont souvent longues parce que complexes et derrière on n'a quand même qu'une seule envie, c'est de sauver ou de préserver l'animal qu'on vient chercher. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une démarche de sauvegarde et pas dans une démarche hostile. Donc il faut qu'on ait quand même une attitude et une posture de préservation, surtout quand l'animal est agressif, blessé ou qui présente un trouble à l'ordre public. Donc le but, ce n'est pas d'aggraver la situation, mais justement de la stabiliser et ça peut être long. Ce qu'on a rencontré le plus souvent sur le secteur, c'est des animaux bloqués, coincés, alors que ce soit des petits animaux ou des plus gros. Alors ça va du chat bloqué sur le 4e étage qui est monté par la gouttière, un petit chaton qui n'arrivera pas à descendre. Ça, c'est des choses. Mais on a aussi des animaux plus gros, des chevaux, des vaches, qui tombent dans des trous, qui glissent, qui se mettent en péril sur des barres de rochers, des brebis, des chèvres, qui tombent dans des anciennes carrières, et donc qui se retrouvent embarrées, et donc impossible de se soustraire par elles-mêmes de la situation dans laquelle elles se sont mises. Alors comment on fait? Parce que là, au sens, c'est facile peut-être de treuiller quelqu'un qui est tombé parce qu'il va accepter, parce qu'il comprend la situation, mais l'animal, très souvent, il y a aussi cette dimension à gérer, c'est que psychologiquement, il ne comprend pas la situation, lui. C'est ça, donc l'animal reste imprévisible, l'animal ne communique que peu avec nous, surtout quand il est en situation de stress. J'oublie aussi les chiens de chasse. Les chiens de chasse qui vont ici, c'est quand même une activité qui est quand même pratiquée pendant 6 mois dans l'année. Donc le chien de chasse qui suit une trace d'animal, qui va derrière glisser, tomber et terminer sur une petite plateforme, un petit éperon rocheux et qui n'arrive pas à soustraire de lui-même, c'est des opérations complexes. Clairement, c'est des opérations complexes parce que si l'animal n'arrive pas à sortir de lui-même avec son propre instinct de survie, c'est qu'il est vraiment piégé. Et il y a 2 issues. Soit on arrive à le sauver, soit on ne pourra pas le sauver ou il décide de ne pas se faire sauver. Il y a des animaux qui, ayant peur de l'humain, décident ou de sauter ou d'aller encore plus loin dans des endroits où on prendrait trop de risques par rapport à la vie humaine qu'on engagerait. Donc nous, il y a quand même un ratio et une balance à faire entre la vie humaine des pompiers qui vont aller sauver un animal et la vie animale. Sachant que le but, quand même, au bout du bout, c'est toujours de le sortir de là. Mais mettre des gens sur corde dans des endroits où il y a des chutes de pierres en permanence, ça devient trop... la balance n'est plus dans le sens du sauvetage de l'animal. Et là, on risque de blesser, voire de tuer un collègue. Et donc ça, sur ce côté-là, on fera le choix, malheureusement, en l'expliquant aux propriétaires, en l'expliquant aux maires, de ne pas engager des moyens sur certains endroits. Voilà, ça reste parfois un choix un peu difficile à prendre, mais comme dans toute situation, on doit gérer aussi ce facteur risque et limiter le risque et l'exposition. Est-ce que le sauvetage en vaut la peine ou pas? Voilà, ça c'est le travail des cadres d'évaluer ces situations-là et surtout d'expliquer ce qu'on va faire, les risques
que ce soit pour le propriétaire. J'ai pour exemple des chèvres qui s'étaient coincées dans une ancienne carrière où le propriétaire nous avait annoncé que les chèvres étaient craintives. Et on lui a annoncé dès le départ qu'on allait y aller, mais que potentiellement certains animaux, à la peur des pompiers qui descendraient à leur secours, risquaient de sauter. Et on a réussi à sauver l'ensemble du troupeau sur cette intervention-là, heureusement, mais on avait quand même toujours ce côté instinct animal, peur de l'humain. Donc on y a vraiment pris le temps, hein. On s'y est pris, ça a duré plus d'une demi-journée pour sortir 4 chèvres. Mais voilà, l'objectif est vraiment de secourir l'animal, mais avec toujours cet esprit qu'on garde. Ça reste un animal imprévisible et ses réactions sont celles de l'animal. Après, sur les animaux sauvages, on a la chance, nous, en ruralité, ici, d'avoir l'Office français de la biodiversité, qui dit OFB, qui s'occupe de tout ce qui est faune sauvage. Donc des animaux sauvages, quand on a des cas avec des animaux sauvages, on fait appel via notre salle opérationnelle à l'Office français de la biodiversité, qui envoie souvent des lieutenants de louveterie, qui, eux, ont une connaissance plus fine de ce type d'animaux sauvages. Et donc, le choix est pris dans l'objectif de sauvegarder l'animal, sauf s'il fait courir un risque plus important au public, risque routier, risque d'accident. Voilà, un animal de cirque qui s'échappe, ça peut poser des vraies questions de sécurité selon le type d'animal qui s'est échappé. Un chameau, c'est pas trop grave. Un félin, ça peut être plus compliqué. Quels sont les moyens dont vous disposez? Les moyens dont on dispose, on a des caisses, des boîtes pour mettre serpents, des caisses de transport d'animaux, on a des lassos, des pinces à serpents, on a un petit peu de matériel divers, mais surtout on a des unités spécialisées, sauvetage aquatique, sauvetage en milieu périlleux, secours en montagne, ou sauvetage des blaiements qui sont capables de lever des poids importants, qui sont mises à contribution souvent sur du sauvetage animalier, sur des animaux dans des situations très complexes. On prend le cas d'un animal qui soit sauvage ou domestique qui est tombé dans la rivière. Et bien, on mettra à la fois des pompiers de centre qui interviendront avec des moyens conventionnels, accompagnés d'une unité spécialisée qui connaît très bien le milieu et qui aura les meilleures actions par rapport au milieu dans lequel se trouve l'animal. Le cas des chèvres embarrées ou des moutons embarrés, des chiens de chasse embarrés, c'est l'équipe milieu périlleux et secours en montagne qui a des cordes, qui a des harnais spécifiques pour mettre les chiens sur corde, les animaux sur corde ou des sacs pour mettre des chèvres, des choses comme ça, qui est équipé spécifiquement dans le cadre de sa connaissance du milieu. Le sauvetage des blaiements, c'est une unité pour nous qui s'occupe de faire du sauvetage dans des lieux écroulés, mais qui a des chèvres, des potences qui peuvent lever plusieurs centaines de kilos, ce qu'on a sur des vaches, sur des chevaux, sur des ânes, où on est sur cette échelle-là de poids. Et donc, ce n'est pas simplement un petit treuil qui va permettre de le sortir. Et justement, il faut qu'on puisse le sortir dans de bonnes conditions. Et donc voilà, on a des unités spécialisées chez nous qui sont à même de travailler dans des milieux avec du matériel qu'elles connaissent, sur lesquels elles s'entraînent, en complément des pompiers de centre qui ont juste du matériel conventionnel. Le travail des sapeurs-pompiers se fait toujours en bonne intelligence, en coordination avec les services sanitaires, j'imagine. Alors, on a la chance d'avoir 2 vétérinaires qui sont sapeurs-pompiers volontaires spécifiques. Donc, ils ont une tenue, ils ont une appartenance à notre corps départemental. Donc, ils interviennent et ils peuvent utiliser des véhicules, ils sont l'appui de nos équipes. Et donc, ils viennent en tant que vétérinaires sapeurs-pompiers intervenir sur des interventions particulières ou sur de l'animal agressif qu'il faudrait endormir, ou sur des situations complexes où on a un doute sur les actions qui pourraient être délétères pour l'animal. Et donc, on prend conseil auprès des experts pour savoir par où il faut le saisir ou qu'est-ce qu'il faut faire justement pour l'appréhender dans la meilleure des options afin de le préserver. Et donc, on n'hésite pas à faire appel à nos vétérinaires sapeurs-pompiers, voire aux vétérinaires des propriétaires
sur des animaux de ferme. Aujourd'hui, on en a 2 vétérinaires, sapeurs-pompiers volontaires. On a la chance de les avoir à Saint-Giron, mais ils ont un rayon d'action qui est départemental. Donc, ils peuvent être amenés à partir n'importe où en Ariège, en parallèle de leur activité de vétérinaire classique. Et vous, alors, Alors est-ce moi, qu'il y a un animal particulier qui vous touche? Alors moi, c'est plus le monde des oiseaux. Clairement, les grands rapaces, pour moi, c'est des animaux qui sont à la fois intelligents, à la fois réfléchis dans ce qu'ils font, mais qui savent être économes par leur trajectoire, qui savent se préserver. Voilà, moi, c'est ce côté un petit peu, prendre du recul, prendre un regard un peu éloigné sur les choses et savoir être vraiment dans l'action, mais que ce soit dans mon métier ou dans ma vie de tous les jours. Quand il faut, ils savent plonger, ils savent foncer. Donc voilà, c'est un peu moi ce côté prise de hauteur, prise de vue un peu plus haute et se dire, voilà, faut pas rester le nez à ras de terre. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et justement, une fois que la décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière.